RMC et BFM TV. J'ai le plaisir Laissez-moi d'accueillir ce tranquille. matin Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai rien fait. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Vous vous rendez dans quelques heures à Rennes, un déplacement sur le thème de la lutte contre le narcotrafic, alors que l'on vient d'apprendre il y a quelques instants qu'une fusillade a éclaté cette nuit à Poitiers, aux Couronneries. C'est l'un des quartiers de la ville. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Le préfet évoque 5 blessés et vraisemblablement il y aurait plusieurs centaines de personnes impliquées. Bien sûr, 100 cet événement personnes a commencé à 22h45 hier soir. J'en ai été informé cette nuit. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même très graves. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. On est arrivé... 4 et 600. Attends. 600 personnes? On est où? On est au Mexique ou quoi, là? On est... Attends, comment ça, wesh? Personnes impliquées dans une 400 et voilà, dans une risque. Voilà. Je vais écouter le journal après, les mecs. Hein. Je vais écouter le journal. Hein. C'est faux? Ah, vous croyez que c'est faux, les mecs? Attendez, mais 600 personnes, c'est quoi ce bordel? Des armes. Avec toutes sortes d'armes, bien sûr. On n'a pas d'image. Faut pas découvrir le problème. On ne le découvre pas. Moi, je pense qu'on est à un point de bascule. Je me souviens, moi, personne n'a filmé, genre. Lorsque j'étais au Sénat, j'avais utilisé mon droit de tirage sur une commission d'enquête. Et on avait... Mais pardon, est-ce qu'on sait précisément si c'est lié là aussi au trafic de drogue? C'est lié, je le dis, je vous le dis ce matin, je vous le confirme. Bien sûr, c'est lié au trafic de drogue. Donc Poitiers cette nuit, samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? Un enfant de 5 ans à Rennes, 2 balles dans la tête. Il est toujours entre la vie et la mort. Son père est un trafiquant de drogue. Là encore, il s'agit de règlement de compte. Et je me rends à Rennes dans quelques heures. Donc aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Ça veut dire quoi? Waouh, les narco-racailles. Oh là là, hey, c'est toujours plus de mots, les mecs. Les narco-racailles maintenant. Oh là là. Narco-racaille, c'est un terme que vous avez utilisé. Narco-racailles. Je peux vous dire que les Français me comprennent. Moi, je parle directement aux Français. Les narco-racailles, ce sont des individus, des trafiquants qui utilisent les moyens les plus féroces, les plus violents pour régler des comptes, pour satisfaire leur envie, leur appât du gain. Simplement, ce que je veux dire, c'est que... Eh mais les mecs, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. À chaque année, chaque mandat, on a toujours les mêmes ministres de l'Intérieur qui disent « Ouais, on va combattre le trafic de drogue, on va couper la tête des gros bonnets, du serpent à 3 têtes, ma bite ou je sais pas quoi. » On a eu des Castaner, on a eu des Darmanin, on a maintenant des Bruno Retailleau. Et l'année prochaine, ça va être encore un autre qui va nous sortir, qui va nous servir la même soupe, les mecs. La même soupe. Et il va nous trouver un nouveau mot que narco-racaille. Il va trouver un autre mot, ça va être narco-islamiste peut-être, on sait pas, narco-terrorisme, narco je sais pas quoi. Mec, c'est grave. Tout le temps, on nous sert la même soupe. Agissez! Agissez pour de vrai! C'est une dinguerie! Faites votre travail, je sais pas moi! Ça se passe pas. 50 à 60 personnes, source France Info. Ok, merci Cynthia. Ok. Enfant, ces risques hier soir, ces 5 blessés, c'est ces beaucoup moins fusillades, quand même. Hein. Ça se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes. Ça se passe à Poitiers. Dans cette France de l'Ouest que je connais bien parce que j'en viens. Qui était... Après, ça dit que Saint-Denis, c'est dangereux. Hein. Ma ville, elle est tranquille. Hein. Moi, il n'y a pas de bruit de gun. Il n'y a pas de bruit de grenade flash. Il n'y a pas de bruit de AK-47. Ma ville, Saint-Denis, elle est tranquille. Hein. T'es réputé jadis pour sa tranquillité. On est, oui, à un point de bascule. Et je pense que le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Juste Bruno Retailleau, puisque vous évoquiez la mexicanisation du pays, putain. Le drame de Rennes, ce petit garçon de 5 ans, effectivement, mexicanisation. de 2 balles, dont l'une à la tête et qui est toujours hospitalisé. Vous nous dites qu'il n'est toujours pas sorti d'affaire. Écoutez, je ne suis pas médecin. Il ne faut pas être médecin pour comprendre que quand on reçoit dans la tête une balle, c'est très grave. C'est très grave. Est-ce que les auteurs des tirs ont été retrouvés? Comment avance l'enquête de ce point de vue? L'enquête avance, on a mis des moyens. Bien entendu, je vais vous en reparler puisque cet après-midi, j'annoncerai un certain nombre de dispositifs. L'enquête avance, les gars, je vous traduis. Hein. L'enquête avance, on a mis les moyens, ils n'ont pas retrouvé les personnes. Ils les ont pas retrouvés. Et vous êtes attendu de pied ferme d'ailleurs par et les policiers et les habitants je vous spoil, hein. De ce quartier de Maurepas, les policiers qui disent on veut plus
plus de moyens. C'est ce que signe l'UNSA Police dans un communiqué. Est-ce que tout à l'heure, vous allez leur dire « je vous donne plus de moyens » ? On a déjà donné plus de moyens. Notre réaction, elle va se dérouler en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la réaction immédiate. J'ai dépêché la CRS 81 qui va être relayée par la CRS 40 pour établir le calme, pour tranquilliser les habitants et pour établir l'ordre républicain. Et cette CRS, cette dernière CRS 40... Une brigade d'urgence, en quelque sorte. Bien sûr, mais elle restera le temps qu'il faudra. On va renforcer aussi la brigade spéciale de terrain, qui est une brigade qui connaît bien le quartier, et des renforts vont arriver très rapidement. On va aussi mettre à la disposition de la justice des moyens d'investigation avec l'appui de notre unité nationale d'investigation, avec des enquêteurs qui connaissent très très bien ces trafics. Et on va aussi s'attaquer à l'écosystème. Par une sorte de task force qui va comprendre non seulement des policiers, non seulement des enquêteurs, mais aussi des gens de l'URSSAF, des inspecteurs du travail, du fisc, pour qu'on brise l'écosystème à 360 degrés. C'est ça qu'on va faire dans un premier temps. Je voudrais vous faire écouter ce que nous dit... Une task force pour briser l'écosystème sur 360 degrés. Faut le baiser, lui, des fois. Hein. Enfin, c'est une image, hein, Twitch, hein, c'est une image. Ne me poursuivez pas en justice, hein, s'il vous plaît. Faut le baiser, hein. C'est quoi ces mots là, ce vocabulaire? Il nous prend pour qui là? Il est en train d'enfumer les Français avec des termes, des vocabulaires, du vocabulaire de... On est où là? Genre c'est quoi? Genre qu'est-ce qui se passe? Non, faut vraiment le baiser. Non, arrêtez les gars, arrêtez. Il joue le shérif gros. Il joue le shérif et l'année prochaine, ou même dans 2 ans, quand on va regarder de plus près son bilan, qui je suppose va être catastrophique, faudra pas venir lui sucer la bite les mecs, hein. Lui sucer les glaouis, hein. Ah, oh, c'est dinguerie, gros. Il a cru qu'il était dans 24 heures chrono, je te jure. C'est quoi ce vocabulaire? Christine, ce que dit Christine à RMC, elle habite ce quartier de Maurepas et elle n'en peut plus en fait. Elle n'en peut plus parce que depuis le début de l'année, il y a eu 6 règlements de compte, qu'encore effectivement la semaine dernière, les habitants ont été frappés par cet enfant qui a été touché par balle. Et bien Christine, que vous allez peut-être rencontrer tout à l'heure lors de votre déplacement, elle a une suggestion à vous faire, écoutez. Déjà, qui viennent passer sans escorte, rien du tout, passer quelques mois chez nous dans le quartier. Ils ont tous des belles paroles. Maintenant, sur le terrain, il faut venir. Il faut être là, il faut vivre sur le terrain. Tous ces choufs qui sont en train de prévenir quand il y a la police, pour moi, c'est entrave à la justice et ils devraient être pénalisés aussi. Il y a des lois qui existent, qu'on les applique. Qu'on applique les lois, dit Christine. Elle a raison, il y a des lois qui existent et il va en falloir de nouvelles. Moi, structurellement, je pense qu'il y a une réaction immédiate, rapide. C'est ce que je Elle vous dit qu'il faut taper les choufs. Alors les choufs, peut-être pour préciser pour nos auditeurs, hein, c'est ceux qui font le guet pour annoncer que des policiers, par exemple, vont intervenir. Mais on peut le faire. On peut le faire. Les gars, vous connaissez le cri du chouf ou pas? La méta, genre le chouf, qu'est-ce qu'il fait le chouf? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, vous connaissez. Ça va, vous connaissez les gars, ça. C'est bien. Faire. On a par exemple bien sûr un dispositif qui s'appelle l'amende forfaitaire délictuelle. Et on peut l'utiliser pour les consommateurs de drogue, on peut aussi l'utiliser pour ceux qui occupent les halls d'immeubles. Et cette amende n'est pas seulement une amende, c'est un délit, et donc elle est inscrite à votre casier judiciaire. Ce que je veux dire, c'est que structurellement, c'est pas avec quelques renforts qu'on va pouvoir régler le problème. Un problème qu'on a mis des dizaines et des dizaines d'années à voir venir et qui s'est enquisté. Il faut maintenant 2 réponses de long terme. Moi, j'ai comparé justement. Enquisté. Non mais vas-y, mais Bruno Retailleau, il se prend pour Jean-Paul Sartre, c'est pas possible, putain, mais pas normalement, frère. Le combat contre le terrorisme. Il va falloir forger une nouvelle législation. Il va falloir forger... Il y a des tribunaux spéciaux pour le terrorisme, il y a un parquet antiterroriste. Il y a un parquet national. Il doit y avoir un parquet anti-stupéfiant. C'est une piste que nous étudions, et ça, cela relève de mon collègue le garde des Sceaux. Moi, j'y suis favorable depuis longtemps, je l'ai dit et je le répète. Ça changerait quoi concrètement pour comprendre comment ça s'organiserait? C'est des enquêtes mieux structurées avec des spécialistes? C'est simplement que vous comprendrez que le narcotrafic ne connaît pas de frontières, ni de frontières dans la France, les frontières régionales, administratives, ni même les frontières entre les pays. Et je pense que centraliser l'information, centraliser une lutte, un combat national, l'incarner aussi, ça me paraît important. D'abord, le combat contre le terrorisme porte ses fruits. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il faudra un changement de culture. Le changement de culture, c'est dire aux consommateurs, écoutez, s'il y a cette offre de narcotrafiquants, de narco-racailles, c'est parce qu'il y a une demande. Il faut sortir de la culture de la banalisation. Moi, je veux une culture de la responsabilisation. Il faut, et je demande à mes policiers, à mes gendarmes, de taper, y compris sur les consommateurs, avec des amendes forfaitaires délictuelles qui seront inscrites.
vous m'entendez, au casier judiciaire. Et nous allons faire des campagnes de communication. Il faut rappeler que derrière le joint, le rail de côte, il y a ces narcotrafiquants, ces narco-racailles qui exploitent des réseaux de proxénétisme, qui tuent des enfants, qui tuent des adolescents de façon abominable. Je voudrais rappeler ce jeune de 15 ans à Marseille, lardé de 50 coups de couteau. Et il a fini brûlé vif. Et vous y rendez la semaine prochaine, je crois, Marseille. Quand on fume du joint, quand on prend de la coke, on se rend complice de ça. Oui, le goût du joint, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Bruno Retailleau, je reste un instant tout de même sur les moyens de... Vous avez entendu les drogués de mon chat, là? Le goût de votre joint a le goût du sang, les mecs. J'en fume un gros. Arrêtez, wesh, arrêtez. C'est de la rhétorique, oui, c'est de la rhétorique, les gars. Mais là, le joint que t'es en train de t'empiffrer, là, dans tes poumons, bah, ça a le goût de sang. Ça a le goût de sang, les mecs. Tu tues combien d'enfants par mois, Dofla? Alors moi, je touche pas à la drogue, les mecs. Hein. Je ne touche pas à la drogue. Je n'ai pas touché à la drogue de toute ma vie. Je n'ai jamais touché à ça. Jamais. Police, vous avez évoqué les renforts supplémentaires qui vont j'arrête, être let's go, envoyés, la la sensibilisation des policiers et des gendarmes au fait de faire respecter, de faire appliquer davantage cette amende forfaitaire pour les consommateurs délictuels. Est-ce que les polices municipales ont un rôle à jouer? Je sais que précisément à Rennes, les policiers municipaux, par exemple, ont demandé à être armés. La mairie leur dit non. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'armement des polices municipales? Moi, je suis favorable. Je suis favorable à l'armement des policiers Évidemment qu'il va municipaux, dire qu'il est favorable. Eux aussi sont en première ligne d'une violence qui devient une hyper-violence. Mais évidemment, vous allez me dire à la maire de Rennes tout à l'heure? Je reconnais, elle ne sera pas là, ça sera son premier adjoint, mais je reconnais la faculté, la liberté. Je suis attaché, comme ancien élu local, je suis attaché à cette liberté. Ce que je dis aujourd'hui, quand je parle de grandes causes nationales, je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit au Premier ministre, moi je veux bien porter cette cause, mais c'est à vous tout là-haut de l'État qu'il faut aussi la porter. Mais ça sera, si j'ose dire, un combat qui va nécessiter une mobilisation générale. Donc, il faut qu'on travaille avec les communes, les collectivités territoriales. Les policiers municipaux, je suis favorable. Mon ministre délégué, Nicolas Daragon, est en train d'étudier un texte qui permettrait de donner encore plus de missions, de responsabilités, de moyens aux polices municipales. Et je dis aussi aux maires de France, et notamment de grandes villes, il faut densifier le réseau des caméras de vidéoprotection, parce que c'est ce qui nous permet, au moment de l'enquête... Éric Piolle, maire de Grenoble, sur RMC tout à l'heure, disait « Oui, nous on l'a fait, ça sert à rien ». Mais non, mais il a rien comme caméra. Il a une toute petite police municipale qui n'est pas armée. Monsieur Piolle, depuis longtemps, s'est inscrit dans une lignée idéologique antisécuritaire. Il dit aussi qu'il faut légaliser par ailleurs la consommation en disant la répression des consommateurs jusqu'ici, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas... C'est l'inverse. En France, quelle est notre culture de la consommation de cannabis? C'est la culture d'un moment récréatif. Ben, moi, je dis que derrière ce moment récréatif, il y a des meurtres. Voilà. Pas légaliser du coup. Proxénétisme. Il y a des gens qui considèrent les adolescents comme de la chair à canon. C'est cette responsabilisation-là que je veux. Il faut changer de culture et nous ferons parce que on l'a quasiment jamais fait en France. On fait des campagnes, par exemple, contre l'alcool au volant. Mais est-ce que vous avez souvent vu des campagnes justement contre ce que peut produire la banalisation? C'est censé être interdit, donc de fait, il y a moins de campagnes. C'est censé être interdit. Ah oui, c'est censé être interdit, bien sûr. Ça suffit pas d'interdire. Il faut trouver les moyens de faire respecter l'interdiction. Wesh, il a bégayé là. Après les gars, des campagnes anti-drogue, ça existe déjà, non? Les campagnes anti-drogue en France, même si c'est censé être interdit. Oui, le gouvernement, ils ont déjà fait une campagne pour sensibiliser sur les risques du cannabis. On a déjà des publicités, des promotions de... Des promotions. Pas des promotions de la drogue. Mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Le cannabis, ça t'éclate. La santé, l'avenir, le cerveau. Wesh, ils sont stylés les campagnes. Vous voyez, vous consommez de la drogue, c'est comme si c'était une grenade qui va être découpée dans votre cerveau. Dans votre tête, là, ça va exploser. Je fais même les bruitages, hein. Je fais les bruitages aussi. Même les bruitages. Et même quand tu... Wesh! C'est... T'es tendancieux, là. C'est quoi ça, hein? Wesh, c'est vrai, c'est fake ou pas? Attends, c'est une vraie campagne, ça? C'est réel? Ah ouais? C'est une dinguerie. Attends, c'est le gouvernement français qui a commandé cette campagne. C'est le gouvernement français, genre, c'est une vraie campagne, ça. Waouh là là. Non, mais vraiment, c'est des ouf, gros. Mais c'est quoi, ça? Oh là là.
T'es sous Sarkozy? Non, je pense pas. Bruno Retailleau, comme vous évoquiez, Nicolas Daragon, votre ministre délégué à la sécurité, il semblait dire hier qu'au fond, et c'est ce que j'entends également depuis une dizaine de minutes que notre entretien a commencé, que jusqu'ici on n'a pas fait assez. Comme si les opérations Place Nette, et c'est ce que dit Nicolas Daragon précisément sur les opérations lancées par votre prédécesseur, il dit... En fait, elles n'ont pas servi à grand-chose. Elles permettent une réinstallation et une mise en concurrence des réseaux de narcotrafiquants. Ça n'a pas apporté les solutions. Est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin a mal fait son travail? Pas du tout. Moi, j'ai une autre analyse. Évidemment, il va pas critiquer son collègue. Gérald Darmanin a eu raison de faire ces opérations et celles, puisque ça fait à peu près 1 an qu'elles ont été lancées, j'ai demandé un retour d'expérience. Ce qui me revient, c'est que celles qui ont le mieux fonctionné sont celles qui ont fonctionné notamment en lien avec la justice, pour judiciariser les dossiers et pour aller frapper, vous voyez, les têtes de réseau. C'est quand on déstructure l'écosystème, quand on détruit la filière, qu'on a des gains qui sont des gains au-delà de la tranquillité qu'une intervention ponctuelle, un coup Mais vous allez ponctuel poursuivre peut ou pas apporter. ces opérations? On va les poursuivre, mais je veux leur donner plus de pérennité et je veux les ancrer. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut détruire un écosystème. Pour donner une image très rapide, je pense que dans ces milieux-là, dans ces quartiers-là, gangrénés par le narcotrafic, ces narco-racailles sont comme un poisson dans l'eau. Eh bien, on va vider l'eau. On va vider l'eau, y compris en s'attaquant au portefeuille. Et dans le nouveau texte qu'il faudra que nous portions avec le garde des Sceaux, il faudra, là encore, faire des enquêtes de patrimoine, faire aussi des saisies administratives, des confiscations de biens, d'avoirs. Souvenez-vous, Al Capone est tombé pour un contrôle par fiscal. Une enquête fiscale. Vous nous annoncez une nouvelle loi contre le narcotrafic? Bien sûr, il faudra... Il a pris l'exemple de Al Capone, par pitié. Ok, hein, pourquoi pas. Si c'est pertinent pour lui, ok. Hein. Ça présenté l'année prochaine. Très rapidement, j'ai vu le Premier ministre, c'était hier, il m'a dit, Didier Migaud était là, je sais qu'il est attaché précisément à un nouveau texte. Il a d'ailleurs reçu les 2 parlementaires, les 2 sénateurs, l'un socialiste, l'autre LR, qui était rapporteur, Étienne Blanc, il y a quelques jours, pour que ces 2 sénateurs présentent le texte qui a été déposé au Sénat, qui est un texte transversal, transpartisan. Donc certes, on n'a pas de majorité à l'Assemblée, mais franchement, je pense vraiment que sur le narcotrafic, comme on l'a fait sur le terrorisme il y a un peu plus de 10 ans, on peut en faire là une grande cause nationale. Parce qu'encore une fois, c'est ou bien la mobilisation générale, immédiate, ou bien la mexicanisation pour le pays. Je voudrais vous montrer des images, Bruno Retailleau, puisqu'on évoque la majorité parlementaire, précisément d'un débat qui s'est tenu hier à l'Assemblée nationale sur l'expulsion automatique de certains étrangers condamnés par la justice, notamment ceux qui commettent des crimes et des délits pour trafic de drogue. Je voulais vous faire écouter une prise de parole. L'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Nous devons reprendre le contrôle. Alors, précision pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas reconnu la personne qui parle, c'est le fameux Nicolas Daragon dont vous nous parlez depuis quelques minutes. Mon ministre délégué. Ouais, est-ce qu'il parle comme le Rassemblement national? On a vu les bancs de Marine Le Pen l'applaudir à tout rompre. Il parle comme nous parlons, comme je parle, il parle comme les Français. Ah ouais, c'est logique, non? Moi, les mecs, j'ai pas de problème. Par exemple, vas-y les gars, moi je vais pas vous mentir les gars, pour les délits, vas-y pour les délits, t'emprisonnes l'étranger et après tu vois comment il se comporte par la suite. Après tout ce qui est crime, on peut débattre par rapport à ça. On peut se poser la question, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me dérange, les gars, je vous dis la vérité, ce qui me dérange, c'est la banalisation de ce genre de discours. Et exemple, hier sur TPMP, on l'avait pas streamé, hein, mais hier sur TPMP, ça parlait de vol charter, ça parlait de mettre les grands moyens à base d'avions charter pour remettre les étrangers dans les avions et ça dégage. Mec, c'est moi, ce qui me dérange vraiment, c'est la banalisation de ce genre de discours, genre. La banalisation. Genre, mec, c'est pas possible. Maintenant, à l'Assemblée nationale, on a un mec qui va nous dire que maintenant, l'étranger, s'il fait un délit, dehors. S'il harcèle, dehors. S'il vole, dehors. Ouah, cousin, on peut poser le débat, on peut avoir des mots un peu plus nuancés, genre, je sais pas, moi. Je sais pas, genre, un peu plus nuancés, les mots, quand même. Ah, c'est une dinguerie, quand même.
Bah normal, non? Mais les mecs, ça sert à rien de dire normal. Hein. Déjà, en plus, c'est en train de m'énerver. Vous dites absolument normal. Déjà, pour commencer, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai envie de vous ban. Je vous dis la vérité, j'ai envie de vous ban. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas envie que ce genre de discours vont devenir quotidien dans mon quotidien. Voilà, j'ai pas envie que ça se banalise. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis, on peut poser le débat autrement que de dire tout simplement dehors, dehors, dehors. On peut réfléchir autrement. On peut réfléchir autrement, les mecs. Vraiment. Là, vous rentrez juste dans le jeu de l'extrême droite, les mecs. C'est quoi ce bordel? C'est pas parce que l'immigration, le dossier immigration, ça a du buzz qu'on va commencer à augmenter dans le vocabulaire. Ça va devenir de plus en plus violent, ouais. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Ça parle. Et où, là? Lorsqu'on accueille des nouveaux venus. Ça ne vous embête pas de le voir applaudi par Marine Le Pen et tous les autres frère. députés du Ce qui Rassemblement m'importe, c'est national? ce qu'il dit. Tu censures donc la liberté d'expression, oui, et je te baise. C'est bon ou pas? Je te mets une semaine de ban, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon? Je fais ce que je veux sur mon stream. Qui d'autre veut le suivre? Qui d'autre veut le suivre maintenant? Qui d'autre veut le suivre? Il a pris une semaine. Qui veut le suivre maintenant? Vous êtes fous ou quoi? C'est mon stream. C'est mon stream. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qui d'autre veut le suivre maintenant? C'est une dinguerie, gros. Putain. Franchement, Dauphin, je ne sais pas si on va pouvoir échapper à ce type de pensée. Mais moi, en fait, ce qui m'embête... Bon, après, ça m'embête pas vraiment, parce que, vas-y, la droite et le RN, ils sont compas comme cochons. En fait, quand ça vient de la droite, ça me dérange un petit peu, parce que tu te dis que la droite se fait absorber par des discours clivants, par des discours racistes, par des discours réactionnaires. Même la droite, mais vous le voyez à l'image d'Eric Ciotti. Genre, vous le voyez à l'image d'Eric Ciotti. Mais mec, c'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal, les discours réactionnaires comme ça jusqu'au banc de l'Assemblée nationale, c'est pas normal. Ouais, c'est une dinguerie. Ah là 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 là. Je suis ok avec toi, mais bon, les Français se ferment de plus en plus, c'est affolant. Après, je pense que c'est toute l'Union Européenne, enfin, c'est tous les pays de l'Europe qui sont comme ça, les mecs. Hein. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit que maintenant, le monde... Et en plus, à l'image un peu des États-Unis, le monde, on est dans un arc où le monde se renferme sur lui-même. Enfin, les pays maintenant sont enfermés dans des blocs. Maintenant, on est dans des blocs, les mecs. On est tous enfermés sur nous-mêmes. C'est bizarre un peu. Genre, avant, on était dans la collaboration avec d'autres pays. On était dans des partenaires commerciaux, partenaires stratégiques. Maintenant, même sur les partenaires, on est en mode... Ah, faut peut-être pas importer des produits canadiens. Ah, les projets militaires avec ce pays, on va peut-être éviter. Les visas étudiants, on va peut-être en donner moins à ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Erasmus, pareil et tout. Je suis en mode, waouh. On est dans un arc. Dark time, exactement, dark time. Les pays sont enfermés sur eux-mêmes, genre, waouh. Franchement, j'aime pas cet arc. Honnêtement, j'aime pas, genre, j'aime pas. Genre, j'aime pas. J'aime pas, genre. Ne te méprends pas d'au falloir renvoyer les criminels étrangers ne serait jamais une vraie solution. Le crime est causé par les conditions matérielles d'existence. Si les étrangers n'étaient pas là pour être les plus précaires du pays, des blancs seraient à leur place et seraient tout aussi criminels. Mais ça, je suis d'accord. En fait, eux, ils vont te dire, ok, c'est des blancs français qui commettent des crimes, donc ils doivent être dans des prisons françaises. Mais l'étranger qui est déjà sur le territoire, il est déjà là, l'étranger. Pour l'expulser, vous savez très bien que c'est compliqué d'expulser un étranger. C'est compliqué, il faut des accords avec des pays et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, que le discours réactionnaire, il doit changer et ne pas être banalisé parce que c'est facile de balancer des mots comme ça à l'Assemblée nationale. Nanani, c'est dehors. Blablabla, c'est dehors. Il y a toute une rhétorique, etc. autour de ça. Moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais le français moyen, il va se faire absorber par ce discours. Mais le français intelligent, qui connaît bien la politique, etc., il va se dire, mais frérot, t'es con ou quoi? Tu dis dehors, pas de problème, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Tout simplement. Derrière les mots, il y a des gens, exactement. En plus de ça, tu as raison, Psychoquack, il y a des gens. Je parle à un Pokémon, ouais, il y a un problème. Psychoquack, il y a des êtres humains derrière tout ça. Bah oui, les gars. Ah là 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 là. C'est dur la politique parfois, les mecs, hein, c'est dur. Hein.
T'es naïf, c'est comme ça dans tous les pays, notamment dans les pays riches comme la Suisse où les étrangers sont bien intégrés. Mais les mecs, quand vous voyez, par exemple, il en avait parlé hier dans TPMP, Thomas Guénolé, les États-Unis est un pays multiculturel. Le Canada, c'est pareil. Freeman le dit lui-même en stream. Il est multiculturel. T'as toutes les nationalités, même au Canada, les mecs. Même au Canada. Et je suis sûr que le chat, vous pouvez me le confirmer. Vous pouvez me le confirmer. Genre, en France, on a raté. J'aime pas ce mot. Hein. On a raté. Je déteste ce mot, hein, mais on a raté l'assimilation. Je mets des guillemets. On a raté l'intégration parce que c'est la réponse politique. L'offre n'était pas bonne. L'offre politique pour intégrer les étrangers n'était pas la bonne. Moi, je le pense. En tout cas, moi, je le pense, les mecs. Moi, je le pense. Vraiment, je le pense. Il y a un truc qui a été raté. Sous Sarkozy, sous Chirac, sous Hollande, sous Macron, premier mandat, puis le deuxième mandat. C'est vrai, wesh. C'est vrai. Quelque chose a été raté, genre. Et ce qu'il dit est parfaitement juste. Quand un étranger exactement, Frig, est accueilli exactement. en France, il doit respecter nos lois. Quand il franchit la ligne rouge, quand il devient criminel, quand il vole, quand il essaie de propager précisément une idéologie comme l'islamisme conquérant, alors on doit l'expulser. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi immigration, et je l'avais durci lorsque j'étais sénateur, loi qui a été promulguée en janvier dernier. Les préfets ont des outils, je viens de leur rappeler par une circulaire, pour expulser des individus qu'on ne pouvait pas expulser avant. Vous vous rendez compte qu'avant, quelqu'un, parce qu'il était, par exemple, je cite un exemple de ces protections injustes. La loi disait, si vous êtes un individu, est arrivé avant 13 ans, il peut avoir commis des délits, et y compris des crimes, il n'est pas expulsable. Maintenant, et ça a été modifié par la loi. Et j'ai indiqué mais au préfet, sur les mots que tient Nicolas Daragon, Bruno Retailleau, Les mots on a sont reçu forts ou pas? une cascade de SMS hier de ce bloc central qui vous soutient, qui soutient le gouvernement. Vous êtes très mal à l'aise, les députés, à dire mais à trop suivre la sémantique du RN, on finit RN. Quand dans le même temps, le Rassemblement national de son côté se targuait d'une victoire idéologique. Est-ce que ça vous agace, par exemple, quand le Rassemblement national dit Bruno Retailleau, Nicolas Daragon, eh bien, ils parlent comme nous? Écoutez, moi, ça vous énerve ça fait des dizaines. Toutes celles et ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais changé de ligne. Moi, je n'imite pas le Rassemblement national. Je parle selon mes convictions. Et ce que je dis, en m'exprimant aux Français, les Français l'appuient, y compris d'ailleurs une majorité, ce qui est nouveau, des électeurs de la gauche. Ce que j'ai proposé, la fermeté des mesures, par exemple, renouveler et réimplanter en France, dans notre droit, le délit de séjour irrégulier, c'est soutenu par plus de 7 Français sur 10. Voilà, ce que je propose, ce que nous proposons avec le gouvernement de Michel Barnier, eh bien, est soutenu par une énorme majorité des Français. Et c'est précisément parce que les hommes et les femmes politiques ont courbé les chines, parce qu'on leur reprochait ce que vous venez de nous reprocher, le politiquement correct, le médiatiquement correct. C'est le Rassemblement national qui dit que vous parlez comme lui. Mais peu importe. Moi, je n'ai pas peur. Il y a des convictions, il y a le bon sens. Et le bon sens, c'est de se dire quand un étranger que l'on accueille généreusement, très souvent, franchit les lignes rouges, il n'a plus rien à faire sur le sol français. En revanche, l'étranger qui, lui, va s'intégrer, qui va travailler, qui va essayer de faire des efforts justement pour cette intégration, alors on lui doit une protection. Alors, il est à ce moment-là, considéré comme quelqu'un qui vient comme un Français qui doit résider en France avec les mêmes droits. Bruno Retailleau, j'imagine que vous regardez de près ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux en ce moment autour du match prévu le 14 novembre entre la France et Israël. C'est bientôt, le 14 novembre. Craignez des débordements au moment où la France insoumise appelle tout simplement à annuler ce match et à lancer une pétition? Bien sûr, la France insoumise est coutumière de ce genre de tension. Voilà, elle souhaite tellement importer les conflits du Proche-Orient dans nos quartiers et en France. Pour l'instant, elle n'y est pas parvenue. D'ailleurs, les manifestations, je l'observe, nos services nous l'ont indiqué, qui sont souvent à l'initiative de l'extrême gauche, n'ont pas été suivies par ces quartiers-là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a ce match aura lieu. J'ai fait un point avec le préfet de police, Laurent Nunez, qui sait parfaitement de quoi il parle. Je lui ai posé la question de savoir s'il pouvait avoir lieu, ce qui serait le mieux, dans le Stade de France où c'est prévu. Eh bien, nous allons adapter, bien sûr, le dispositif de sécurité parce qu'il y a des risques. Il y aura moins de monde, par exemple.
il aura lieu. Adapter le dispositif de sécurité. J'imagine que ça veut dire beaucoup de policiers à l'intérieur, à l'extérieur du stade. Mais est-ce que ça veut dire réduire la jauge de spectateurs, par exemple? C'est un point que nous sommes en train d'étudier. Ouais. Mais ce que je voulais, moi, c'est que... Mais les mecs, il y aura tellement de filtres. Il y aura tellement de filtres. Moi, je sais pas comment ça va se passer pour la billetterie. Mais j'ai le sentiment que le noir ou l'arabe qui va potentiellement huer ou foutre la merde pendant l'hymne israélien, il y a moyen qu'il se fasse recal, hein. Il y a moyen qu'il se fasse recal, gros. Hein. L'anti-israélien qui va peut-être se faire voir par la police en mode toi tu rentres pas. J'ai l'impression que ça va être des videurs, les mecs. Ça va être des videurs. Moi je le dis personnellement, les mecs, je l'ai déjà dit en stream. Moi je pense que ce match-là, il faut l'annuler. Déjà par principe pour le boycott, parce qu'ils l'ont fait avec la Russie et la Biélorussie, donc pourquoi pas Israël. Mais si on part du principe qu'il faut que le match se joue, bah tu le joues à huis clos, hein. Tu le joues à huis clos, ma gueule. Genre, tu le joues à huis clos dans ce cas-là. Mais pour moi, par sécurité, oui, par sécurité, évidemment. Parce qu'on n'est pas à l'abri de violences policières. On n'est pas à l'abri de bordel aussi dans le stade. Parce qu'évidemment que tu auras des enculés qui vont foutre la merde. Donc, à juste titre ou pas, peu importe. Mais ce sera quand même la merde. Donc, faut juste le mettre à huis clos, tout simplement, genre. Ou pas le jouer, oui, voilà. On ne déplace pas, par exemple, au Parc des Princes. Ouais. Pour une question de jauge, mais aussi pour une question de principe. Nous sommes en France et on doit être capable de faire respecter l'ordre public. J'espère que ce sera un bon moment pour le sport et un bon moment pour cette relation qui est particulière, qui unit Israël à la France, au-delà de ce que l'on peut connaître comme conflit violent. Et c'est important que les valeurs du sport, qui sont des valeurs universelles, qui rassemblent les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur nationalité, c'est ça le message du sport. Est-ce qu'on pourrait, peut-être, le 14 novembre, laisser les conflits de côté et écouter ce beau message que nous offrent les sportifs? Non, on va pas le mettre de côté, non, mais ça ouf, lui. Non, reste là, on va continuer à parler de ça, t'es fou quoi, toi? Mais il est fou, lui. La Toussaint, une petite question peut-être plus légère, Bruno Retailleau, au ministre des Cultes. Est-ce qu'il faut rendre l'entrée de Notre-Dame payante, comme le suggère Rachida Dati, pour financer la rénovation du patrimoine religieux en dehors de Paris? Moi, je trouve que c'est une idée. Je me suis déjà exprimé. En tout cas, je pense qu'il faut l'étudier parce que je vis en milieu rural et je vois comment les maires, dans des petites communes, ont du mal à garder des églises, qui sont des bâtiments importants, mais qui structurent vraiment le paysage visuel, le paysage architectural, le paysage urbain. Souvenez-vous de l'affiche de François Mitterrand en 81, où on voyait François Mitterrand avec un village et le clocher. Eh bien, ce clocher, peu importe qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas, c'est quelque chose de structurant dans nos paysages intérieurs, dans nos paysages aussi extérieurs, architecturaux. Et il y a un vrai problème. Donc, moi, je pense que c'est une piste. Je ne suis pas ministre de la Culture, mais je souhaite qu'on aille... Vous êtes ministre des Cultes, donc... Je suis ministre des Cultes, bien sûr. Mais justement, parce que je suis ministre des Cultes, je tiens aussi que... parce que c'est la... Ah ouais, le ministre de l'Intérieur s'occupe aussi des cultes en France? Ah, je savais pas, ok. J'apprends quelque chose aujourd'hui, d'accord, ok. Il s'occupe des cultes. La laïcité, je veux dire... Aujourd'hui, en ce jour de Toussaint, la laïcité, elle n'est pas anti-religieuse. Simplement, dans l'espace public, l'État est neutre. Voilà. Et on ne subventionne pas des cultes. En revanche, il faut assumer et assurer à chacun de pouvoir vivre selon sa croyance. Bruno Retailleau, avant de vous laisser regagner votre ministère, deux petites questions. La première, au lendemain des réquisitions dans le procès contre ce chauffard ivre qui a tué le fils du chef Yannick Aleno. Le procureur a requis une peine de 8 ans d'emprisonnement et... Avant même ce procès, il y avait dans l'Assemblée, au Sénat, cette discussion autour d'un homicide routier, projet stoppé net par la dissolution. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela fait toujours partie de votre feuille de route comme ministre? Ça fait partie de la feuille de route. Je veux le dire très solennellement. J'ai rencontré des familles de victimes. J'ai moi-même des amis qui ont connu cette épreuve. Et je pense qu'aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un condamné pour homicide volontaire... Wesh, un mec, il n'est pas content. C'est donc ça, le message de la civilisation judéo-chrétienne hérité de Jésus, que de faire du commerce notre héritage chrétien, n'importe quoi. Ils ne le comprennent pas. Il n'est pas content, lui. Et je pense que là encore, une petite loi avait été votée par l'Assemblée nationale. Au Sénat, nous y avions travaillé. Là encore, très franchement, ce sont des sujets consensuels sur lesquels on doit pouvoir avancer. J'en suis
convaincu. Donc c'est une bonne nouvelle pour les associations qui le réclamaient. Il y aura, Bruno Retailleau soutiendra ce texte jusqu'à ce qu'il soit adopté. Ma deuxième question, réponse Homicide courte, là aussi, routier, s'il vous plaît, ouais. sur l'Espagne avec ce bilan effroyable d'heure en heure. On découvre ce matin qu'il y a plus de 150 décès. Est-ce que vous savez s'il y a un risque qu'il y ait des Français parmi les victimes? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus également sur l'assistance portée ou non à l'Espagne? Hier, 200 pompiers étaient prêts à prendre la route vers la région de Valence. C'est ce que j'ai annoncé. J'ai eu mon collègue, le ministre de l'Intérieur C'est monté à espagnol, 200 morts, les mecs. quelques heures après 200 morts. Hein. tous ces Les dégâts, pauvres. cette dévastation. Et je lui ai dit d'abord notre compassion, notre solidarité absolument totale de ma part, de la part du président de la République, de la part de Michel Barnier. Et je lui ai proposé justement des renforts. Je lui ai dit que j'avais une colonne de 200 sapeurs-pompiers qui étaient vraiment sur le pied de guerre. Il n'y a Ils toujours pas de pouvaient demande de partir. l'Espagne à Non, ce stade? et avec Non. tout le matériel. Il m'a dit, écoute, il faut qu'on s'organise. Mille merci. Si on a besoin, je te rappelle. Et ils seront au contraire les bienvenus. Je ne peux pas vous dire au moment où je vous parle le nombre de victimes, s'il y en a, et le nombre de victimes françaises, si vraiment il y en avait, dans cette terrible épreuve que traversent nos Espagnols, nos amis, nos voisins. Merci Bruno Retailleau, ministre de